Le monde tourne-t-il encore bien rond ? Il n'a jamais été aussi difficile de nous projeter dans le futur. Comment croire en l'avenir lorsqu'il semble lui-même menacé ? Depuis des siècles, nous avons construit notre monde avec l'idée de progrès. Mais aujourd'hui, cette idée est profondément remise en cause. What is worth more, art or life? Je pense que le progrès est plus attaqué aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Aujourd'hui, l'homme, avec ses progrès techniques et scientifiques, a le pouvoir de détruire la planète. La plupart des experts, en tout cas en matière climatique, s'accordent à dire qu'il ne reste probablement que quelques décennies à l'humanité avant le chaos. Le progrès dans un monde limité, c'est vraiment la question centrale. Comment croire en l'amélioration de nos conditions de vie quand le sentiment du déclin domine ? Comment repenser notre modèle de société pour surmonter les défis qui nous attendent ? La promesse de la démocratie, c'est la promesse que le peuple va maîtriser son destin. Or, le sentiment aujourd'hui qui prime, c'est le fait qu'on ne maîtrise pas grand-chose et qu'on maîtrise de moins en moins de choses. Et donc ça, c'est vraiment le sentiment qui suscite, à mon sens, le plus de colère. Il y a très clairement un lien entre désillusion du progrès et montée des extrêmes, ça j'en suis absolument persuadé. Il y a un besoin de se recroqueviller vers quelque chose qui aurait été fantasmé, totalement fantasmé, qui aurait été mieux avant. Alors pourquoi ça marche ? Parce qu'il y a des traumatismes sociaux massifs. Depuis plus de 2 décennies, nous subissons des crises à répétition. Toujours plus violentes, toujours plus sidérantes. Elles se succèdent, sans jamais nous laisser le temps de reprendre notre souffle. Nous assistons à une avalanche de calamités. Nous subissons plus d'histoires que nous ne pouvons en digérer. Les gens sont tentés de réagir en se disant vu l'incertitude du monde, il serait peut-être plus prudent de rester chez soi. L'idée de progrès qui a façonné nos sociétés modernes a-t-elle vécu ? Ou bien peut-elle nous aider à vaincre tous nos maux ? Pourquoi finalement s'intéresser au progrès ? Pourquoi faudrait-il même le défendre ? Je suis pour l'amélioration, je suis pour un mieux vivre et un mieux-être, je suis pour une plus grande harmonie entre les êtres humains et puis entre les êtres humains et les non-humains, et le vivant, et la planète. Mais je ne suis pas certain que nous ayons besoin du progrès comme concept opératoire pour penser ces choses-là. Voilà, je pense que c'est un peu has-been. Nous pourrions donc en rester là. Mais les philosophes et économistes que nous sommes allés rencontrer nous ont convaincus de ne pas lâcher cette idée. Face à la tentation du renoncement, ils nous livrent un véritable plaidoyer en faveur du progrès. L'idée d'aller vers un mieux, quelque chose de vraiment constitutif à notre bonheur. En fait, dans mon domaine de recherche, le bonheur ou la satisfaction dans la vie des gens dépend vraiment pas seulement de leur situation statique, instantanée, mais aussi de la perspective qu'ils peuvent se donner, des projections qu'ils peuvent former, des anticipations, et donc d'un progrès. Si on ne croit plus au progrès, ça veut dire qu'on a une vision de nos sociétés qui renonce à toute amélioration. Mais est-ce que nous avons seulement le choix aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les grands défis qui sont les nôtres, on pourrait se permettre de ne plus croire au progrès ? Surtout qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de grandes philosophies de l'histoire qui sont portées par l'idée que l'avenir sera meilleur que le présent. Les grandes idéologies non plus n'ont pas rempli leurs promesses, que ce soit le mondialisme, l'européisme, le libéralisme, sans compter l'affaissement du religieux. Et donc finalement, nous n'avons plus de grands récits qui nous fédèrent, qui nous fassent sentir que nous avons en partage une communauté de destin. Et donc à bien y réfléchir, on n'a plus que le progrès. Ça se définit de manière, encore une fois, idéaliste.
Mais en fait, la vérité du progrès, ce sont les combats. C'est les luttes organisées. Et les luttes en plus organisées pour que la violence ne prenne pas la main. Parce que bien évidemment, quand la violence prend la main, il n'y a pas de progrès au bout. Donc c'est du combat, mais c'est du combat pour le progrès, pour la paix, pour l'émancipation, etc. Donc c'est vraiment essentiel de croire au progrès, parce que croire au progrès, finalement, c'est continuer à espérer l'avenir. Ça nous empêche de céder au désenchantement, au cynisme, à la résignation. C'est peut-être la plus belle forme de résistance, le progrès, contre les forces mortifères qui nous guettent. Derrière le progrès, c'est une idée aussi cruciale que la démocratie qui est en jeu. La crise de l'idée de progrès est une crise démocratique, c'est incontestable. Parce qu'encore une fois, la démocratie marche à l'avenir. Et donc notre défi à nous, c'est justement de faire en sorte que le progrès soit le meilleur possible, le plus généralisé possible, que la démocratie fonctionne le mieux possible. Mais de quel progrès parle-t-on précisément ? Il peut être scientifique, technique, moral, spirituel, politique, etc. Et la véritable question est de savoir si ces différentes formes de progrès se déterminent les unes les autres. Est-ce qu'il y a une unité du progrès ? Est-ce que le progrès technique engendre un progrès moral ou social ? Est-ce qu'il permet aux hommes d'aller vers plus d'émancipation ? Est-ce qu'il permet de réduire les inégalités ? Je pense que s'il y a débat aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris conscience que le progrès était une notion éminemment contradictoire et ambivalente. Donc vous voyez, le progrès en lui-même n'est rien, tout dépend de ce que nous en faisons, tout dépend de la manière dont nous l'orientons. Henri Bergson a une formule tout à fait remarquable. Il nous dit que la véritable question par rapport à l'avenir n'est pas de savoir ce qui nous attend, mais ce que nous allons faire. Il paraît donc capital de savoir quelle finalité nous voulons donner au progrès. Pour se réapproprier cette idée aujourd'hui si controversée, le mieux n'est-il pas encore de revenir à sa première définition, la plus inspirante, la plus enthousiasmante ? C'est un désir, parce que je crois que nous avons tous le désir de progresser. Voilà, d'être un peu mieux, d'être un peu meilleur. Si on projette ça sur nos enfants, on a envie que nos enfants grandissent, progressent, comme on dit. Donc ça, c'est un désir qui est très profondément ancré dans l'humanité, c'est le désir de grandir. J'entends certains philosophes expliquer qu'on doit désormais vivre en fonction de nos besoins plus que de nos désirs. Et ça me pose un vrai problème, parce que je pense que les humains sont des êtres, justement, non pas de besoins, mais des êtres de désir. Ma définition du progrès serait assez proche de celle de Rousseau, qui est le premier à utiliser le mot perfectibilité. C'est très profond cette idée, parce que perfectibilité, c'est ce qui, pour Rousseau, distingue l'homme de l'animal. L'animal est programmé par ses instincts, et donc il est bloqué dans une nature. L'homme, dit Rousseau, est dans la perfectibilité, c'est-à-dire la capacité de se perfectionner, c'est-à-dire l'idée que grâce à la raison, grâce au progrès cette fois-ci humain, la condition humaine va pouvoir s'améliorer. Et le siècle des Lumières sera façonné par cette très belle idée de la perfectibilité de l'espèce humaine. Et donc, on a l'impression, avec les penseurs des Lumières, que l'humanité marche d'un même pas vers plus de bonheur, vers plus d'émancipation, voire même de paix universelle. Il y a ce pari un peu fou d'ailleurs, que l'humanité, sur ressources propres, va parvenir à améliorer sa condition. Et que le salut n'est pas céleste, mais qu'il est terrestre. C'est l'idée que, au-delà du progrès des sciences, on peut envisager un progrès politique. Et là, on touche à l'idée révolutionnaire, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une césure entre un ancien régime empli d'obscurité et un nouveau régime qui va produire effectivement ce bonheur rêvé. Et donc, c'est l'idée qu'au fond, il y a une histoire et que cette histoire a un sens et que ce sens, c'est l'amélioration perpétuelle. Voilà, ça, on bascule du désir à la certitude. Et avec ce rêve superbe, que plus on va avoir de la science, plus on va avoir de la connaissance, plus on va s'aimer, plus on va cohabiter avec l'autre, mieux on va vivre,
plus on va produire des démocraties, plus on va être éthique, etc. C'est-à-dire une convergence des finalités. Ça, c'est le progrès dans sa définition du XVIIIe siècle. Le XXe siècle, ça a fait voler en éclats cette réalité de la convergence des finalités. Comment cette notion porteuse de tant d'espérance est-elle devenue en l'espace de 2 siècles une immense désillusion? Il y a ce qu'on appelle une dialectique du progrès. Une dialectique du progrès, ça veut dire le moment où le progrès se transforme en son contraire. On a le sentiment que les sciences, c'est formidable. On a le sentiment que nos modes de vie modernes, c'est formidable. Les machines agricoles augmentent le rendement des terres et réduisent les efforts de l'agriculteur qui connaît une vie plus facile. Et puis, à un moment donné, les choses déraillent. Et on s'aperçoit que ce que nous avons créé tend à échapper à notre pouvoir de contrôle. Il y a un mythe qui caractérise cette désillusion du progrès, je reprends cette formule de Raymond Aron, c'est Frankenstein. Le mythe de Frankenstein, et qui nous dit la chose suivante: à un moment donné, ces progrès produisent des monstres. La guerre de 14 a constitué pour l'Europe ce moment d'une dialectique du progrès. Parce qu'on s'apercevait que le génie humain, production technologique, l'engagement massif, produisait un massacre de l'Europe vis-à-vis d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose, c'est une expérience traumatisante. Et là, on découvre avec horreur que l'histoire n'est pas ou n'est plus génératrice de sens, comme on le croyait, mais au contraire, qu'elle est le lieu du non-sens, du nihilisme. On croyait, avec cette idée de progrès, que la temporalité est habitée par une forme de rationalité. Et là, on découvre que le temps est ouvert aux forces du chaos. Et puis, on découvre aussi que la science et la technique avaient largement contribué à nourrir cette idée de progrès au cours des siècles précédents. Eh bien, elles pouvaient être aussi l'instrument de la barbarie, qu'elles pouvaient être au service de régimes totalitaires pour commettre des massacres et pour aliéner l'homme. D'où la fameuse formule d'Henri Bergson, d'ailleurs, qui disait que l'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Le paroxysme de ce moment, c'est Hiroshima, les bombes. À partir du moment où l'humain a la possibilité de détruire la nature, en tout cas qui l'environne, il y a quelque chose qui est radicalement inédit sur le plan de l'éthique. On bascule dans un autre monde. Pris dans une fuite en avant d'innovation continuelle, nous avons trop longtemps refusé de voir la réalité en face, oubliant de nous interroger sur leur impact. There are no limits to growth and human progress when men and women are free to follow their dreams. Après ces années de désillusion et d'ultra-consommation, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle face à un défi systémique, celui de l'impact du dérèglement climatique sur nos modes de vie. Une question nous interpelle. Comment penser le progrès, cette idée d'une amélioration continuelle, dans un monde aux ressources limitées? Le XXIe siècle est en train de clore cette parenthèse qu'on pourrait appeler la modernité. Mais c'est le plus grand défi que nous ayons à relever, c'est que nous devons faire bifurquer nos sociétés d'un paradigme d'abondance à un paradigme de rareté. Ce progrès moral, c'est l'idée, effectivement, de vivre avec la conscience qu'on vit dans une planète finie et de voir comment on peut grandir et continuer de grandir dans cette planète finie. C'est pas quelque chose qui semble totalement irréalisable. Mais pour susciter à nouveau l'espoir et l'adhésion, le progrès doit bénéficier au plus grand nombre. Or, le sentiment qui domine aujourd'hui est qu'une seule partie d'entre nous en récolte les fruits. Le grand défi, c'est d'arriver à prendre en compte les exclus du progrès sans cesser de faire commun. C'est ça, en réalité, l'enjeu. Parce que si on veut combattre les forces anti-progrès, il faut que la plus grande partie de la population ait accès à ces progrès. Il vaut mieux partir des vulnérabilités au lieu de les nier. Donc partons des vulnérabilités et construisons au contraire des formes d'innovation à partir de cette hyper-contrainte qui s'appelle la vulnérabilité. Donc c'est intéressant parce qu'au lieu de dire la vulnérabilité c'est toujours déficitaire, au contraire on fait rebasculer la vulnérabilité du côté du progrès au sens d'innovation scientifique possible.
Parce que de fait, c'est confronté à de l'adversité qu'on produit aussi de la solution. En fait, le progrès, il n'a pas à craindre la vulnérabilité, il a à craindre le déni des vulnérabilités, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en revanche, quand on fait du déni des vulnérabilités, on fait du progrès de façon très inégalitaire. Je produis une innovation, magnifique, si cette innovation est utilisée par personne ou que par toujours les mêmes, je vais renforcer en fait des fractures, des inégalités. Donc j'ai un progrès qui en fait va produire à terme un désastre. Pour qu'il y ait un progrès soutenable, il faut des critères d'égalité, des critères éthiques. Face aux défis du XXIe siècle, rendre l'idée de progrès compatible avec notre époque passe donc par une très profonde remise en cause. Il n'y a pas de linéarité de l'histoire, donc ça, aujourd'hui, chacun en est convaincu. Ça veut dire que tout progrès doit être capable de produire une réflexivité sur lui-même, et donc d'être capable de progresser par rapport à lui-même, et donc de vérifier ses limites. C'est ça le progrès. Donc nécessairement, le progrès est critique envers lui-même. Il est capable de dire ses dysfonctionnements. S'il n'est pas capable de dire ses dysfonctionnements, on est dans autre chose. On est dans une idéologie. Donc nécessairement, la critique n'est pas l'ennemi du progrès. La critique est plutôt un test de crédibilité du progrès. Ce qui est mort, c'est cette idée de progrès comme dogme, cette idée de progrès comme processus inéluctable. Ça, plus personne n'y croit aujourd'hui, et c'est heureux, parce que ça ouvre à nouveau le possible. Être plus modeste dans notre approche du progrès, c'est de se dire que oui, le progrès procède par petits sauts, par petits bonds. C'est un idéal régulateur, mais il faut avoir une vision sans doute mature du progrès. C'est-à-dire que la vision mature du progrès, c'est que le progrès est inséparable de la déception et de la frustration. Après, tout notre travail, c'est d'amenuiser, entre guillemets, l'écart entre le progrès fantasmé et puis le progrès réel. Pour réhabiliter le progrès et donner une chance à l'avenir, nous devrons redonner du crédit à la science et à la connaissance, tant décriée aujourd'hui. Just months ago, baby Layla was dying of acute lymphoblastic leukemia. So doctors agreed to try out an experimental immunocell therapy which had never been used outside the lab. The result astounded her parents. I took the gamble and this is her today standing, laughing, giggling, and I'm just thankful. It's a miracle. Vu que le progrès est un enfant des Lumières, il y a nécessairement un pacte avec la science pour définir ce qu'est le progrès. Et pour le dire autrement, il n'y a pas de progrès sans protocole de véridiction. Ça veut dire que le progrès, c'est des manières de dire le vrai, c'est des manières de prouver. Mais ce pacte avec la science est-il possible lorsqu'une partie de la population en vient à douter de ses bénéfices ? Moi, personnellement, je le fais pas parce qu'on n'a pas de recul sur ce putain de vaccin. Moi, je pense qu'il y a des choses cachées qui ne sont pas dites. Et puis voilà, clairement, ils disent ce qu'ils ont envie de dire et puis c'est tout. Le problème, c'est que l'homme moderne, aujourd'hui, il traverse une crise profonde du croire. D'où ce sentiment de perte de repère, de crise du sens. On a tendance à devenir incrédule. Et en même temps, paradoxe extraordinaire qui n'en finit pas de m'intriguer, plus on est incrédule, plus on peut nous faire avaler n'importe quoi. C'est peut-être parce qu'on laisse trop de place à la peur plutôt qu'à la raison. Et alors, qu'est-ce qu'on recherche en adhérant aux théories du complot ? C'est justement d'apaiser nos peurs. C'est de trouver un modèle explicatif du monde, simple et sécurisant, qui neutralise le hasard. Or, aujourd'hui, on ne peut pas être pleinement libre et responsable sans admettre que nous ne pouvons pas tout connaître. Pourquoi le récit des anti-progrès imprime plus que celui des progressistes ? Il y a une autorité du pessimisme. Vous mettez sur un plateau de télé un optimiste et un pessimiste, le pessimisme gagne à tous les coups. Le lanceur d'alerte, celui qui dit « attention, on vous cache les choses ». Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui nous dit « c'est plus profond ». C'est plus subtil. On est dans des sociétés démocratiques qui tendent vers l'égalité. Cette course vers l'égalité, finalement, génère aussi le sentiment que tout se vaut et que toutes les opinions sont également valables, que toutes les opinions sont égales. Et donc, du coup, on va considérer que la légitimité de l'analyse d'un scientifique peut parfaitement être mise en face d'une légitimité de quelqu'un qui n'a pas un avis scientifique mais qui pense autre chose. Je vais me couvrir derrière Étienne Klein, le physicien, qui dans l'un de ses livres raconte que
Il donne une conférence devant d'ailleurs un parterre d'étudiants, je crois, sur la loi de la relativité d'Einstein, et quelqu'un lève le doigt en lui disant « Je suis désolé, monsieur le professeur, mais cette loi de la relativité, je ne la sens pas ». Le besoin de science est indispensable à la pérennité de la démocratie. Fake news, trolls, hacking, etc. Tout ça sont des armes de déstabilisation massive de la démocratie. La démocratie ne peut pas fonctionner sans un espace public éclairé. La démocratie, c'est aussi une exigence, malgré tout, de logos, de rationalité publique. Et donc, derrière le démos, il y a quand même une volonté de dire on va peut-être créer un logos, on va créer une raison. On va faire que cette raison soit la plus publique possible, voilà, la plus partagée, etc. Mais quand même, le but, c'est pas de mettre un délire, au gouvernement. C'est de mettre un protocole. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un pacte scientifique important, un pacte avec la connaissance. C'est un régime de connaissance, la démocratie. Si nous associons à nouveau le progrès à la science, à la connaissance, à la démocratie, peut-être cette notion éminemment exigeante redeviendra-t-elle une belle idée. Mais pour l'heure, nous l'avons dévalorisée en lui préférant le terme d'innovation, persuadé que nouveau rimera toujours avec meilleur. En fait, d'une manière générale, on est avec le progrès technique un peu comme des gamins, c'est-à-dire que d'abord, on sait qu'on peut faire un gadget, on le fait, et puis ensuite, après coup, on se dit, tiens, est-ce qu'on a eu raison de le faire ? 80% des nouveaux produits de consommation échouent en moins de 12 mois après le lancement. Ça ne correspond pas vraiment aux vrais besoins des clients. Deuxièmement, c'est que ce sont quand même des innovations qui sont très énergivores et qui consomment beaucoup de ressources naturelles. Mais je crois qu'il y a aussi un autre problème, c'est que ces innovations ne sont pas inclusives, c'est-à-dire qu'elles ne bénéficient pas à tout le monde. On a l'impression aujourd'hui que nos progrès d'ordre scientifique et technique ne sont pas forcément connectés au sens, d'où cette inflation d'ailleurs aujourd'hui du terme d'innovation qui, me semble-t-il, a masqué cette aspiration morale et éthique que porte la notion de progrès. Pour retrouver le sens, il faudrait absolument que nos innovations actuelles, qui sont souvent de l'ordre de l'injonction économique et technique, puissent retrouver les ambitions morales et éthiques que porte le progrès. Première concernée, les entreprises seront-elles capables de faire cette distinction ? Que feront-elles face à ce défi majeur qui consiste à repenser le progrès, quitte à parfois remettre en cause leur modèle ? Remettre la logique du progrès au centre des entreprises, ça demande beaucoup de courage et ça demande beaucoup de pédagogie, notamment vis-à-vis des actionnaires. Parce que quand vous êtes une grande entreprise qui doit publier des comptes trimestriels, il est clair que ce que demandent les actionnaire, c'est des performances financières. Donc ça demande un dialogue avec les actionnaires et beaucoup de charisme et de savoir-faire. Et en fait, c'est peut-être ça, je trouve, aujourd'hui, la vraie compétence, le vrai savoir-faire d'un dirigeant, c'est être capable de redonner du sens, notamment pour motiver les gens, être capable de donner du sens, mais sous cette contrainte financière, et en particulier actionnariale pour les entreprises cotées, dont on ne peut pas s'extraire. Donc le chemin est étroit, mais voilà, en même temps, être un grand dirigeant demande de grande qualité. Quand un top management décide de faire évoluer un seuil, ça va plus vite que dans la société. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les circuits sont plus courts, sont plus rapides. Donc, malgré tout, ce sont des vrais laboratoires. Ce sont des vrais laboratoires et souvent, à cause de la réalité du marché économique, de la concurrence, de tous ces univers qui sont durs, elles manquent de courage. Elles manquent de courage parce qu'elles ont peur d'être mises en danger sur le plan économique. Alors que fondamentalement, elles ont tout à gagner d'être beaucoup plus pertinentes sur la responsabilité sociale, la responsabilité vis-à-vis de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on peut valoriser ces approches-là. On peut monétariser ces approches-là. Ce qui était un tout petit peu moins le cas il y a 10 ans. Comment faire le deuil de nos anciens dogmes pour nous réconcilier avec notre époque et être capable de nous projeter dans l'avenir ?
Il faut un nouveau récit du progrès, pas simplement du progrès, vous l'avez vu, mais aussi du passé, du présent. C'est-à-dire que voilà, cette lecture où le passé n'est pas un boulet, où le présent n'est pas une tragédie et où l'avenir n'est pas une catastrophe, c'est mon objection principale contre le discours de la décroissance. C'est l'idée qu'une décroissance produirait des effets qui seraient dévastateurs parce que ça créerait de la conflictualité. Décroissance, ça veut dire plus de misère, ça veut dire plus de conflits à tous égards. Et donc, pour résoudre un problème qui se profile à l'horizon, on en crée probablement une conflictualité à échéance plus proche. L'enjeu, en réalité, c'est pas croissance versus décroissance, c'est à l'intérieur d'un mouvement de croissance qui va permettre d'augmenter les revenus, qui va permettre d'améliorer les situations des gens, qu'est-ce qu'il faut développer et qu'est-ce qu'il faut réduire. Je pense que de défendre l'idée que nous allons à notre perte inexorablement, dans un certain discours qu'on appelle l'anxiété écologique aujourd'hui, est un mauvais calcul. C'est peut-être vrai, pour le coup je n'en sais rien, mais jouer cette carte-là est une carte, parfois de manière un peu cynique et pour des raisons politiques, est une carte qui me paraît extrêmement fâcheuse. Donc il me semble qu'il faut mieux, en effet, considérer que l'avenir peut être inquiétant, mais que cette inquiétude, on peut la surmonter par l'action. Ce que le progrès nous apprend, c'est la nécessité de la nuance. Dans un monde dominé par les fractures et les conflits, marqué par le communautarisme et l'individualisme, le vrai progrès consiste à retrouver un indispensable vivre ensemble. L'idée démocratique, c'est on ne peut pas grandir tout seul. La société des individus, qui peut paraître un monstre, c'est une société qui fabrique des individus qui fabriquent la société. C'est ça qu'il faut essayer de retravailler, de faire en sorte qu'on ait un va-et-vient entre le social et l'individuel, parce que c'est comme ça qu'on peut se sentir bien. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est quand même avant tout sociale et politique. Et je pense que c'est essentiel aux politiques de nous rassembler à nouveau, qu'ils retrouvent sa fonction première, de rallumer l'espérance, de nous proposer de grands projets utopiques, fédérateurs. C'est indispensable, il faut un horizon. La caractéristique de l'horizon, c'est que plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne. Mais il nous guide. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire qu'un monde parfaitement égal, parfaitement libre, parfaitement fraternel, ce n'est pas possible. Pourtant, c'est la promesse de la démocratie, mais on peut se dire que, en même temps, ça vaut le coup de s'en rapprocher, même si on ne l'atteindra jamais. Je pense que là, il y a quelque chose qui est assez enthousiasmant. C'est quelque chose qui nourrit la philosophie du progrès et qui la nourrit de manière, j'utilise encore ce mot, adulte. Voilà, le rapport adulte au monde. On n'est pas tout puissant, on n'est pas impuissant, on agit. Hannah Arendt posait la question, elle disait « Et si de nos récits dépendait la survie de l'humanité ?» Le progrès est une fable, le progrès est un récit, et j'ai l'impression aujourd'hui que ce sont nos imaginaires qui sont en panne. C'est à nous aujourd'hui d'inventer un nouveau récit entre l'homme et la nature pour que l'histoire puisse continuer à s'écrire en termes de coopération, comme c'était le cas à la Renaissance, en termes de coopération plutôt que d'exploitation et de domination. We run on the edge and across the flames. The world we knew is not the same. Feel your soul.